Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Alors, les équipes de F1 seraient mécontentes de la FIA après la publication du calendrier 2023. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Des sources bien informées de la situation, les équipes auraient été prévenues seulement 3 heures à l'avance, mardi matin, du vote du calendrier. Ce qui a posé problème. La triple série de courses en fin de saison, qui comprend US, Mexique et Brésil, n'a pas encore été officiellement approuvée par les équipes. On pense que cet enchaînement sera finalement prouvé, mais la façon dont la FIA a géré la situation en souhaitant le pas sans ratification formelle a tout de même suscité une certaine inquiétude. La F1 a également été obligée de faire des pieds et des mains pour confirmer officiellement un nouveau contrat de 3 ans à Monaco. Jusqu'à ce moment-là, l'avenir de l'événement avait été mis en doute. En outre, le calendrier donc comporte la Belgique, sauf que la nouvelle date entre en conflit avec les 24 heures de Spa, qui se déroule le même week-end de fin juillet depuis 70 ans, obligeant les organisateurs de la course à trouver un nouveau créneau. L'événement d'endurance aura lieu en début de mois de juillet, du 1er au 2 juillet, mais ça a un effet domino puisque 14 autres courses ont dû être reprogrammées dans différents calendriers. Oh ouais, non, ils abusent là, franchement ils abusent. Ils auraient pas pu juste mettre ça une semaine avant, ou une semaine après à la limite, quitte à finir la première partie de saison 7 août, et reprendre le début septembre, pour avoir 4 semaines. Je sais pas, c'était pas possible de faire ça, c'est quand même étonnant. Donc la F1 en gros, vas-y on fait notre calendrier, démerdez-vous. Les autres, si vous voulez organiser votre course, il va falloir déplacer la date, parce que c'est nous qui avons la priorité quoi. Très bien. Eh ben c'est pas très sympa de la part de la Formule 1 je trouve. Vous en pensez quoi vous, ciao? Damon Hill prédit une victoire de Mercedes en cas de course folle. Ça, peut-être, mais bon. S'il faut compter sur une course folle pour gagner, c'est un peu dommage. Croyez-moi, quand vous êtes dans cette situation de ce sport, vous savez, il y a des pressions énormes de la part des médias. Mais nous posons toujours la question de savoir si Mercedes peut gagner une course. Quelque chose va se passer, nous avons toujours une course folle quelque part entre maintenant et la fin de l'année. Il va y avoir une course folle et Mercedes pourrait bien décrocher cette victoire. Ça ruinerait les chances de Verstappen de gagner toutes les courses jusqu'à la fin de la saison. Mais nous verrons bien. Il va y avoir de la pluie, l'une d'entre elles va être humide, Suzuka va être humide. Ça, t'en sais rien, Damon, désolé, hein. Alors, à moins que tu vois dans le futur, Suzuka, c'est que dans 3 semaines, quand même. Hein. Un peu moins, mais bon. Vous m'avez compris, quoi. Red Bull va limiter ses développements sur la RB18, et c'est là une chance des Mercedes, selon Hill. S'ils ne font pas plus de développement maintenant sur cette voiture, Ferrari et Mercedes seront sur eux avant d'arriver à Abu Dhabi. Encore une prédiction, bon, on verra. Il admet que Verstappen n'a plus besoin de prendre des risques ni de forcer son talent jusqu'en fin de saison grâce à vos points d'avance. Il ne prend pas de risques, il n'en a plus besoin, il est sous contrôle, au top de sa forme à Zandvoort. Vous pouviez le voir mettre la voiture en bord de piste à l'entrée de ce virage rapide, à droite en haut, à l'arrière du circuit, où vous montez une colline. Il a gardé un œil sur le point de corde, et savait exactement où se trouvait le bord de la voiture, sur le côté gauche, sans mettre une roue sur le sable. C'est incroyable à regarder. Que pense-t-il de la domination de Red Bull? Quand le règlement a changé pour l'hybride en 2014, Mercedes a dominé pendant toute l'ère, ne perdant que dans la dernière saison de ce règlement. Et puis avec le nouveau règlement, Red Bull a bien débuté. Est-ce que ça va être la période de domination? J'en suis pas sûr, parce que c'est assez serré. Mercedes a présenté un concept, ils pourraient le revoir. Mais ils vont tous pouvoir regarder ce que Red Bull fait cette année et réagir. Je pense que Ferrari pourrait faire de même. Je ne sais pas si ça sera aussi facile de dominer, mais Red Bull est toujours parti du bon pied. Bon, plutôt d'accord avec la fin. Ouais. Je suis pas sûr non plus qu'il domine ad vitam aeternam, jusqu'en 2026 on va dire. J'espère pas du moins, sinon ça va être un peu chiant. Surtout s'il domine à ce point en gagnant toutes les courses par saison, à part le début du coup. Ça va être chiant. Hein. Ça rappelle un peu 2013, cette saison 2022 de Red Bull, finalement. Ils dominent tout, à la fin, ils éclatent tout le monde, quoi. Donc à voir s'il aura raison dans ses prédictions. Allez, je vais se commenter, ciao. Quelles équipes de F1 doivent encore faire rouler des rookies en EL1? Ah, ça c'est une bonne question, parce que là, il y en a peu qui ont fait rouler des pilotes, pour l'instant, des jeunes pilotes. Chez Red Bull, Yuri Vips est au volant de la B18 à Barcelone, mais l'Estonien a depuis été renvoyé du programme. Liam Lawson, qui avait déjà roulé à bord d'AlphaTauri, pourrait donc rouler une deuxième fois. La situation est claire chez Ferrari, puisque Robert Schwarzman, membre de l'académie, participera aux EL1 à Austin puis à Abu Dhabi. Du côté de Mercedes, Nick De Vries avait roulé lors du Grand Prix de France et il est possible que l'équipe allemande, en fonction de l'évolution de la situation contractuelle du néerlandais, choisisse de le faire remonter dans sa W13. La situation est un peu plus complexe chez Alpine, qui a réservé ses 2 séances pour Piastri, avant qu'il signe chez McLaren. Il n'est pas impossible qu'il roule à bord de la 522, mais l'équipe de Booking fait son possible pour le rapatrier en avance. Les pilotes d'IndyCar Colton Herta et Patricia Howard pourraient aussi avoir leur chance à bord de la même CL36. On peut dire qu'Alfa Romeo a bien joué le coup cette année. Zhou était débutant à Bahreïn, et son roulage en EL1 lors du Grand Prix d'ouverture remplit donc les critères de roulage obligatoire.
Théo Pourchaire, pilote de FIA Red Bull, devrait effectuer le deuxième roulage au Mexique ou bien aux États-Unis. Tiens donc, Pourchaire, lui, sa carrière en F1 est quand même mal partie. Hein. Liam Lawson a donc roulé pour AlphaTauri à Spa, mais on ne sait pas encore qui sera choisi pour la deuxième séance, ni où elle aura lieu. Alors, Aston Martin, Nick De Vries a piloté la MR22 à Monza et Felipe Drugovich, son nouveau pilote de développement, vient d'être sacré champion de F2. Il prendra le volant lors des EL1 d'Abu Dhabi. Ils vont tous rouler à Abu Dhabi en fait, la dernière course. Chez Williams, Nick De Vries, encore lui, était au volant de la FW44 à Barcelone, tandis que Logan Sargent, membre de la filière de l'écurie britannique, roulera à domicile aux États-Unis. Logique. Enfin, Haas doit procéder à ces 2 roulages obligatoires. Pietro Fittipaldi, qui avait disputé 2 courses pour l'équipe américaine fin 2001, devrait être choisi. Il est encore considéré comme débutant malgré qu'il ait fait 2 courses. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, voilà le programme des jeunes pilotes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao, ciao. Alors, après le calendrier, après Monaco qui rempile pendant 3 ans, la F1 nous a parlé de Las Vegas. Donc, qu'est-ce qui va se passer à Las Vegas? Prévu le 18 novembre prochain, en 2023, soit une semaine avant le week-end si important de Thanksgiving aux États-Unis, l'extinction des feux est en effet prévue pour 22h, soit le dimanche au petit matin heure française. Le programme sera ainsi entièrement chamboulé et décalé d'une journée, avec les premiers essais libres se disputant dès le jeudi, alors que les qualifs se dérouleront le vendredi. Pour rappel, le tracé qui devait initialement compter 14 virages a récemment été modifié avec 3 virages supplémentaires. Alors nous, ça ne changera rien. Hein. Par contre, ça sera dans la nuit. Du coup, le vendredi matin, ça sera à 3 ou 4 heures du matin, je pense. Et le samedi, pareil pour les qualifs. Ça sera 3-4 heures du mat, je pense. Ou 5-6, je sais pas exactement. Mais ouais, je me lèverai pas pour les essais libres. Par contre, quoique, les essais 1, peut-être qu'ils seront en genre vers 22-23 heures chez nous. Au final, voire peut-être minuit, mais ça sera peut-être jouable de streamer. Par contre, les EL2, non, clairement pas. Mais ouais, à voir. Pour rappel, le tracé qui devait initialement compter 14 virages a récemment été modifié avec 3 virages supplémentaires. La F1 promet du show et des paillettes à gogo. À la mode Fremont Street, avec une cérémonie d'ouverture prévue le 15 novembre, avec musique et divertissement afin d'inaugurer notamment le Paddock Building et lancer des festivités comme il se doit. Ne vous inquiétez pas, pour l'image de la F1, elle a pensé à tout pour compenser ces activités pas très fin de l'abondance. Malgré sa course aux paillettes, la F1 a un grand cœur, elle n'oublie pas non plus les démunis. Chaque personne ayant pré-réservé sa place a dû procéder à un don de 7,77$ à l'endroit de Las Vegas, à la Grand Prix Foundation, afin d'aider les associations locales à lutter contre la faim. Le Grand Prix de Las Vegas va amener le week-end de course en F1 à un autre niveau. Organiser un Grand Prix dans la capitale mondiale du sport et du divertissement nous a poussé à planifier une célébration vraiment spectaculaire qui n'a jamais été vue dans notre sport auparavant, dans la plus grande arène du monde. Les mots sont pesés quelques heures après la prolongation du Grand Prix de Monaco jusqu'en 2025, qui marque en revanche l'officialisation de la fin de statut des intouchables. Le timing de la communication concernant les festivités de Las Vegas est tout sauf anodin. Le futur, c'est maintenant. Ok, bah écoutez, on verra les horaires précises l'année prochaine, hein, du coup. Puisque là, j'ai regardé le site de la F1, il n'y a pas, de toute façon, c'est pas marqué, donc... à voir ce qui sera regardable et ce qui ne sera pas regardable. Bon, évidemment, il faudra se lever pour les qualifs et la course, hein. Ça, obligatoire. Mais les essais libres, bon, surtout les EL2, quoi. Ce sera compliqué à regarder. Bon, mais je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ce futur Grand Prix de Las Vegas? Ciao. Jean-Éric Verne qui évoque Ricciardo. Ça n'a pas cessé de se dégrader pour Ricciardo à partir du moment où il a décidé de quitter Red Bull. C'est pas faux. Les deux pilotes ont passé du temps ensemble en 2012 et 2013 au sein de l'équipe junior de Red Bull, et c'est l'Australien qui a été titularisé chez Red Bull à partir de 2024. À ce moment-là, le choix semblait bon, puisque l'Australien prit le dessus sur Vettel lors de cette première course chez Red Bull. Vettel passant chez Ferrari en 2015 et Ricciardo continuant chez Red Bull. Aux dernières étapes de cette saison, la relation avec Ricciardo avec l'équipe et son équipier Verstappen est devenue plutôt tendue, dit Ricciardo, décidant que c'était le moment où il quitterait Red Bull, signant pour Renault en 2019, pour 2 saisons. Ça s'était plutôt bien passé d'ailleurs, chez Renault. Donc selon Verne, la spirale descendante s'est accélérée depuis que Ricciardo a fait ses adieux à Red Bull. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à Daniel. Quand je courais avec lui, il était clairement l'un des coéquipiers les plus rapides que j'ai jamais eu. Et je ne savais pas vraiment ce qui lui est arrivé. Je veux dire, à partir du moment où il a décidé de quitter Red Bull, je pense que les choses ne sont pas vraiment allées dans son sens. Et la chance d'être un jour champion du monde, ce qu'il a toujours voulu, s'éclipse probablement de plus en plus. Et bien que je trouve triste la séparation avec McLaren, je comprends également la décision de Zak Brown de faire de la place à l'amélioration pour l'équipe, sachant que ça n'a pas apporté le résultat que l'équipe attendait. Eh oui. Ouais, donc il n'y a plus que quelques courses à profiter. Ricciardo va avoir une retraite, peut-être, de la Formule 1 directement. Va-t-il quitter définitivement la F1?
À voir, je vous laisse commenter. Le politicien Alonso pourrait faire tomber des têtes chez Aston Martin. Oh bah ça serait pas mal. Il est pleinement motivé, il pousse l'équipe et oui, c'est aussi un politicien dans toutes les équipes où il était auparavant, des têtes sont tombées. Attendons de voir comment ça se passera chez Aston Martin. Donc c'est Marc Surat, ancien pilote de F1, qui nous parle de ça. Je pense qu'ils fonctionnent de la même manière et ils veulent le succès à n'importe quel prix. Stroll sera satisfait lorsqu'Alonso appuiera sur la pédale d'accélérateur, y compris en interne. Je pense qu'ils tirent dans la même direction. Chaque année, ils construisent une voiture, mais finissent par regarder ce que font les autres à partir de Barcelone. Et à partir de Barcelone, ils restent au contact du reste du plateau. Cette équipe n'est donc manifestement pas capable de produire une voiture rapide d'elle-même. Du moins, c'était vrai jusqu'à présent. Red Bull, désormais, il possède de bonnes personnes. Dan Fallows était aérodynamicien chez Red Bull. Et cette équipe possède les meilleurs en Formule 1. Les choses devraient donc commencer à aller de l'avant. Je pense que ça leur donne déjà de l'espoir pour l'année prochaine. Je sais pas ce que ça va donner entre Lorenz et Fernando, mais si les résultats sont pas là, ça va gueuler. On rappelle qu'il a signé jusqu'à fin 2024 inclus, donc Fernando, pour 2 années complètes. Peut-être une troisième en option selon ses performances. A voir, ciao. Helmut Marko Andretti voulait que Colton Herta reste en IndyCar. De toute façon, il n'aurait pas pu venir en F1 à cause de sa super licence. Andretti a augmenté son offre financière à Herta pour qu'il reste chez eux. Marko déclare également que les liens de Herta avec McLaren étaient une complication. Il doit régler lui-même ses obligations envers McLaren et Andretti s'il veut venir chez nous un jour. Le plus gros obstacle cependant était la super licence, et Herta ne reproche pas à un pilote comme Nick De Vries de passer en F1 avant lui. Il a déjà 27 ou 28 ans, mais avec ce qu'il a fait à Monza, il a attiré beaucoup d'attention. Ça prouve que, lorsque vous en avez l'occasion, vous devez la saisir. Il l'a fait, alors tout le mérite lui revient. Herta admet également qu'il a encore des choses à accomplir en IndyCar. Il y a des choses que nous devons améliorer, mon équipe et moi. Je suis pas encore un pilote pleinement digne d'un championnat, ou du moins je ne l'étais pas cette année. Néanmoins, il pense que des opportunités sont encore à venir. Michael Andretti veut me faire entrer en F1, et ce n'est pas via une offre éphémère. Dans les prochaines années, il pourrait y avoir quelques options supplémentaires. Si quelqu'un veut vendre son équipe, ou si un nouveau constructeur arrive. Michael surveille ça de très près. Ok. Ouais, de toute façon, le temps qu'il a sa super licence, Colton, voilà. Il pourra pas arriver en F1. Je sais même pas quel âge il a, je vais regarder. Oh, il a 22 ans, ça va. Il a 22 ans, ça va. Il a encore 3-4 années devant lui avant d'arriver en F1. Bon, il faudrait pas trop tarder non plus. Parce que quand on voit la jeunesse qui arrive maintenant en F1, c'est plutôt dans ses âges à lui, c'est vrai. Mais bon, quand c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, allez, je vous laisse commenter, ciao.